que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que la programmation linéaire, c'est une branche de la recherche opérationnelle. Les règles générales qu'on va voir pour la programmation linéaire sont aussi applicables quel que soit le modèle présenté. Mais nous, on va se concentrer uniquement sur la programmation linéaire. Pour cette séance, je vais commencer par un petit rappel sur ce que nous avons déjà appelé une écriture matricielle, qu'est-ce qu'on appelle une forme standard ou canonique et quelques règles de réécriture. Je vais passer rapidement sur ça, puis on passe à l'objectif principal de la séance qui est l'algorithme de simplex. Les étapes de résolution d'un programme réel sont les suivantes. Je vous les rappelle, une situation réelle, une modélisation mathématique et une résolution. Pour les séances précédentes, nous avons eu pas mal d'exemples sur la modélisation linéaire en particulier, et nous avons commencé une des méthodes de résolution qui est la méthode de résolution graphique. Ce qui nous reste pour le cours, c'est, on va voir quelques algorithmes, 3 ou 4 algorithmes pour la résolution analytique ou la résolution par des algorithmes de résolution des programmes linéaires, et à la fin du module, vous allez avoir une séance de travaux pratiques. Pour aujourd'hui, on va commencer la résolution par des algorithmes, en particulier l'algorithme de simplex. Pour présenter cet algorithme, on va se baser sur un programme linéaire. Je vous rappelle la forme générale d'un programme linéaire. Chaque programme linéaire doit être composé par ces 3 parties-là. Des variables de décision qui, par convention, doivent être toujours supérieures ou égales à 0. Une fonction objectif qui est écrite sous la forme d'une maximisation ou une minimisation d'une équation linéaire, et des contraintes sous forme d'équation ou une équation linéaire aussi. Les contraintes peuvent être de différents signes, c'est-à-dire je peux avoir une contrainte de type supérieur ou égal, une de type inférieur ou égal et 2 égalités par exemple. Ce qui est à retenir, ce sont les 3 grandes parties du programme linéaire, fonction objectif, contrainte, et bien sûr, avant tout ça, on doit avoir des variables de décision. On peut écrire le programme linéaire sous ce qu'on appelle une forme matricielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire traduire cette écriture-là par des produits matriciels ou des produits vectoriels. Pour l'exemple présenté devant vous, on peut par exemple appeler le vecteur C ou transposé de C pour dire que c'est un vecteur ligne, le vecteur formé par C1 et C2, 900 et 1000, et continuer la notation des autres vecteurs et la matrice A pour avoir une écriture matricielle de cette forme-là. C'est-à-dire, chaque programme linéaire peut être écrit sous la forme de une maximisation ou une minimisation d'un vecteur C multiplié par un vecteur X, à X inférieur, supérieur ou égal à B, et un vecteur de variable de décision, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Ça, c'est pour l'exemple. Dans le cas général, on peut toujours écrire les programmes linéaires sous la forme matricielle en considérant les vecteurs C, X, B comme écrit devant vous, et la matrice A formée par les coefficients, les paramètres des contraintes du problème. Donc, chaque problème linéaire peut être écrit sous la forme matricielle ou forme analytique. Cette forme-là, c'est une forme particulière avec des contraintes qui sont toutes de type inférieur ou égal, c'est-à-dire les signes de toutes les contraintes sont inférieurs ou égal. On n'a pas toujours ce cas, mais on doit avoir des contraintes de même signe si on veut réécrire le problème sous forme matricielle, sous forme d'une écriture matricielle. On a 2 cas particuliers d'écriture, matricielle ou pas. On a ce qu'on a appelé la forme canonique, qui est le cas pour l'exemple que nous étions en train de voir ici. Pourquoi? Parce que c'est un programme linéaire de maximisation avec des contraintes qui sont toutes inférieures ou égales et des variables de décision de type supérieur ou égal à 0. Donc, une forme canonique, elle doit avoir une fonction objective de maximisation,
des contraintes de type inférieur ou égal, toutes de type inférieur ou égal, et des variables de décision supérieures ou égales à 0. Ça, c'est la forme canonique. On a aussi ce qu'on appelle la forme standard du programme linéaire. Pour dire qu'un programme linéaire a une forme standard, on doit avoir une fonction objectif de maximisation, des contraintes égalité et des variables supérieures ou égales à 0. Tout programme linéaire peut être ramené à une forme canonique ou une forme standard en appliquant ce qu'on appelle les règles de réécriture ou les règles de transformation des contraintes de la fonction objectif. Nous avons déjà vu ça, je vous les rappelle rapidement, les règles de réécriture. Si on a une contrainte de type supérieur ou égal et on a besoin d'une forme canonique, par exemple, il suffit de multiplier par -1 les deux côtés de l'inégalité. De même, si on a une contrainte inférieure ou égale et on a besoin d'une contrainte de type supérieur ou égal pour une raison ou une autre. Si on a une égalité, deuxième cas, si on a une égalité, on duplique la contrainte en deux inégalités, l'une de type supérieur égal, l'autre de type inférieur égal. Si on a une contrainte de type inférieur égal et on a besoin d'une égalité, on ajoute une variable qu'on a appelée d'écart et toujours supérieure ou égale à 0. Donc on aura la même contrainte plus une variable d'écart et on aura l'égalité par rapport au second membre. Si on a une contrainte de type supérieur ou égal, on retranche un surplus et toujours positif pour ce cas-là. Et si on a une fonction objectif de minimisation, on la traduit en maximisation en multipliant par -1. D'accord? Et il ne faut jamais oublier qu'il faut utiliser toujours des variables d'écart et des surplus supérieurs ou égaux à 0, tout comme les variables de décision. D'accord? Ça, si on a besoin de ramener un programme linéaire à une forme canonique au standard. Et pourquoi on a besoin de ça? Justement pour la résolution par les algorithmes qu'on va utiliser dans la suite du cours. Le premier algorithme, c'est C-simplex. On a besoin, vous allez voir, on a besoin des deux formes. Et on va voir par la suite d'autres algorithmes qui auront besoin uniquement de la forme standard, par exemple. Mais ce qui est intéressant pour le moment, c'est de comprendre qu'il y a différentes formes d'écriture et de faire la différence entre ces écritures-là. Voilà pour le rappel de ce que nous avons vu, les formes standards, canoniques, l'écriture matricielle, les règles de transformation. On va maintenant commencer l'algorithme de simplex. Comme on a déjà discuté, l'algorithme de simplex est utilisé pour résoudre les programmes linéaires à deux variables ou plus. C'est-à-dire que c'est pas comme l'algorithme ou la méthode graphique qu'on a vu la dernière séance. Elle est utilisée uniquement pour résoudre les programmes linéaires à deux variables de dimension 2. L'algorithme de simplex peut être utilisé quel que soit le nombre de variables du problème. Même les problèmes à deux variables peuvent être résolus par l'algorithme de simplex. On va prendre un cas particulier de programme linéaire à résoudre qui sont les problèmes de maximisation ayant des contraintes de type inférieur ou égal et un second membre positif. Le second membre, c'est le vecteur B. D'accord? Et on va suivre cette démarche-là pour résoudre le problème. Vous n'allez pas suivre pour le moment ces étapes-là. On va expliquer la méthode en se basant sur un exemple simple à deux variables. On va considérer ce programme linéaire et on va suivre ces étapes-là pour résoudre ce programme linéaire par l'algorithme de simplex. D'accord? Ces étapes-là, je les ai traduites par quelques mots simples pour que pour bien suivre ces étapes-là. Donc, on va commencer par une écriture canonique, écrire la forme standard du programme linéaire, chercher une solution initiale, tracer ce qu'on appelle un premier tableau de simplex, tester l'optimalité de la solution et
effectuer une itération si la solution n'est pas optimale et s'arrêter si la solution est optimale. Je vais expliquer doucement chacune de ces étapes-là. D'accord? On commence par la première étape. On doit écrire la forme canonique. Est-ce qu'on a besoin de modifier quelque chose ici? Qui peut répondre? Est-ce que le programme linéaire est sous la forme canonique ou pas? Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire une forme canonique? Oui, bêtise. Oui, bêtise. مادام مش الفورم كانونيك هيك اللي عبارة بديترمينون لازم نبدلوها. لا c'est pas ça. Tu étais présent ou pas lorsque je présentais la forme canonique? لا الحق كانت عندي مشكلة متاع انترنت توا جيت. D'accord. Qui peut rappeler votre camarade et me rappeler à moi, c'est quoi la forme canonique pour un programme linéaire? كلهم inférieur, donc les contraintes sont toutes inférieures ou égales à 0 et inférieure ou égale à une constante de type inférieur ou égal, une fonction objectif de maximisation et des variables supérieur ou égal à 0. Est-ce qu'on a ces trois conditions pour ce programme linéaire? Oui. Donc on a déjà la forme canonique. Si on n'avait pas la forme canonique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser les règles de réécriture ou de transformation pour écrire les contraintes. Oui. D'accord? D'accord? Ok. Oui. Donc, on commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une remarque? Non? Ok. On commence pour la première étape d'écrire la forme canonique. Ici, on n'a rien à faire parce que c'est déjà la forme canonique. La deuxième étape, c'est la forme standard. Qu'est-ce qu'on fait pour la forme standard? C'est transformer les inégalités de type inférieur ou égal en des égalités en faisant quoi? Comme on a vu pour les règles de transformation, en ajoutant des variables d'écart. Ici, on a trois contraintes de type inférieur ou égal. Donc, on va ajouter trois variables d'écart et on aura trois contraintes égalité et ce sera une forme standard. Bien sûr, on doit avoir... Est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît, tout le monde? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, pour la forme standard, on ajoute les variables d'écart. Ici, on a la forme standard en précisant qu'on a x, y supérieur ou égal à 0, comme déjà défini, et les variables d'écart sont aussi supérieures ou égales à 0. La troisième étape pour l'algorithme de simplex, c'est de chercher ce qu'on appelle une solution de base initiale. Déjà, avant ça, qui peut me rappeler qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable? Qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable? On a vu ça. Les contraintes sont respectées. Très bien. C'est-à-dire qu'on a toutes les contraintes respectées pour cette solution-là. Ici, on a besoin de plus qu'une solution réalisable. On a besoin de ce qu'on appelle une solution de base réalisable. C'est-à-dire, d'une part, une solution réalisable et on doit définir ce qu'on appelle une base. On va chercher un cas particulier pour simplex. On se propose, dans cet exemple-là, de trouver une solution particulière, une solution initiale particulière. Et ceci est possible si le second membre est supérieur ou égal à 0 pour toutes les valeurs. C'est-à-dire, si on a le vecteur B, dans ce cas, B1, B2, B3, B1 égale à 1800, B2 égale à 400 et B3 égale à 600. Si on a toutes ces valeurs supérieures ou égales à 0, on peut trouver une solution de base initiale, une solution réalisable initiale de la façon suivante. Vous suivez, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler base. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, fermer les micros? S'il vous plaît. Tout le monde. Merci. Alors, je reprends. On va commencer par si on a les seconds membres supérieurs ou égal à 0.
si on a le second membre supérieur ou égal à 0, on va appeler base l'ensemble des vecteurs d'écart ou des variables d'écart. Donc, on va appeler une base, dans ce cas, l'ensemble E1, E2 et E3. Les variables d'écart vont former une base et on va mettre à 0 les variables de décision. Les variables qui n'appartiennent pas à la base, on va leur attribuer une valeur nulle, c'est-à-dire écrire la forme canonique, écrire la forme standard en ajoutant les variables d'écart, vérifier que le second membre est supérieur ou égal à 0 pour toutes ces valeurs, poser, si on a cette condition respectée, poser une base, le vecteur formé par les variables d'écart et mettre les variables de décision. Ici, on a deux variables de décision x et y, leur attribuer une valeur nulle et on va les appeler des variables hors base parce que tout simplement, ils n'appartiennent pas à la base qu'on a déjà définie. Si on va attribuer la valeur 0 aux variables de base, donc 0 plus 0 plus E1 égale à 1800, dans ce cas, E1 aura la valeur de 1800. De même, E2 aura la valeur de 400 et E3 aura la valeur de 600. Et on va appeler la solution x égale à 0, y égale à 0, E1 égale à 1800, E2 égale à 400 et E3 égale à 600. On va appeler cette solution-là une solution réalisable ou une solution de base réalisable initiale. Et cette solution est bien sûr liée à la base E1, E2, E3 qu'on a définie. Cette démarche peut être applicable uniquement si on a un second membre positif. Sinon, on va voir d'autres algorithmes qu'on peut appliquer. C'est par exemple l'algorithme ou la méthode de Big M. On va la voir la prochaine séance. Mais pour le moment, on se concentre sur la résolution pour l'algorithme de simplex et la définition d'une solution de base réalisable initiale dans le cas où on a un second membre supérieur ou égal à 0 avec pour toutes ces valeurs. D'accord? Donc, forme canonique, forme standard, solution de base réalisable initiale associée à une base initialement formée par les variables d'écart. D'accord jusque-là? OK? La quatrième étape, c'est de tracer un premier tableau de simplex. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'un tableau de simplex et comment on remplit ce tableau-là. Tout d'abord, je tiens à préciser que un tableau de simplex, il est lié à une solution et une base. C'est-à-dire, chaque solution de base a son propre tableau de simplex. Donc, à ce niveau-là, on va tracer un tableau de simplex lié à cette solution de base initiale. Tracer le premier tableau de simplex qui est lié ou associé à la solution de base réalisable qu'on a déjà déterminée, cette solution de base réalisable. Comment on va faire ça? Suivez s'il vous plaît, hein? Suivez tout le monde. On va commencer par tracer ce tableau-là, puis on va mettre dans les colonnes les variables de décision, puis les variables d'écart. On a deux variables de décision, x, y, et trois variables d'écart, E1, E2 et E3. Donc, on met dans la première ligne, on va appeler les colonnes comme des variables. Là, bon, vous pouvez choisir l'ordre, mais par convention, on va mettre les variables de décision, puis les variables d'écart. Puis, on va appeler les lignes par les noms de la base, E1, E2, E3. Les colonnes, on met toutes les variables de décision et d'écart. Pour les lignes, on va mettre uniquement les vecteurs de base, E1, E2 et E3.
Pour l'intérieur de la matrice, on va saisir les coefficients de la matrice A. Si on a une écriture matricielle, les coefficients de la matrice A. On prend par exemple la première ligne, on a 3x plus 2y plus 1e1 plus 0e2 plus 0e3 égale à 1800. Donc on a ici 3, 2, 1, 0, 0. De même pour les autres valeurs de la matrice A. D'accord? Pour les égalités ici, on met le second membre. 1800, 400 et 600. Si on revient vers la première contrainte, on a 3x plus 2y plus e1 plus 0e2 plus 0e3 égale à 1800. D'accord? Pour la deuxième, par exemple, on a x plus 0y plus 0e1 plus 1e2 plus 0e3 égale à 400. De même pour la troisième contrainte. Et si on a plus que 3 contraintes, on fait de même aussi. D'accord? Pour la dernière ligne, on revient vers la fonction objectif. C'est la fonction objectif d'origine, de départ si vous voulez. On a z égale 30x plus 50y plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3. Et on met les coefficients ici. 30x, 50y, 0, 0, 0. D'accord? Une question. Qui peut me dire la valeur de z dans ce cas? Z égale à combien? Dans l'exemple de cette solution réalisable, z égale à combien? 0. 0, très bien. Pourquoi? Parce que j'ai x égale à 0, y égale à 0 et les coefficients de E1, E2, E3 sont égales à 0. Donc ici, on a un z nul. Une valeur de z égale à 0. Voilà comment on présente un tableau de simplex lié à une solution. J'insiste sur ça. Chaque tableau de simplex est lié à une solution de base réalisable. La base, elle est écrite sur les lignes là. Donc, la quatrième étape, l'écriture du tableau de simplex est terminée. On a un tableau de simplex associé à la solution de base réalisable 0, 0, 1800, 400 et 600. Si on veut faire un chemin inverse maintenant, si on veut lire la solution à partir d'un tableau de simplex, on va faire les étapes suivantes. On va commencer par lire les valeurs de la base, des vecteurs de base à partir de la dernière colonne, c'est-à-dire E1 égale à 1800, E2 égale à 400 et E3 égale à 600. On a 3 vecteurs de base. Leurs valeurs peuvent être déterminées ou directement, on peut lire ces valeurs-là à partir de la dernière colonne. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Il nous reste ce qu'on a appelé les variables hors base. Comment on va déterminer ces valeurs si on ne les connaissait pas? Chaque valeur qui n'appartient pas à la base, c'est une valeur de vecteur. Chaque vecteur qui n'appartient pas à la base, c'est un vecteur hors base. Donc, automatiquement, sa valeur est nulle. Automatiquement, si on a un vecteur qui n'appartient pas à la base, on lui attribue une valeur égale à 0. Donc, dans ce cas, on aura x égale à 0 et y égale à 0 parce que ce sont deux vecteurs hors base. La remarque que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a toujours, et c'est une conséquence directe de la méthodologie, on a toujours un nombre de vecteurs de base égal au nombre de contraintes. Pourquoi? Qui peut répondre? Pourquoi on a toujours un nombre de vecteurs de base égal au nombre de contraintes? Vous n'avez pas la réponse? D'où est-ce qu'on a eu ces variables d'écart? Comment on a défini ces variables d'écart?
S'il vous plaît, une réponse? Une réponse? Chaque contrainte Comment? a un variable d'écart. Oui, chaque contrainte a une variable d'écart. Pourquoi? Parce qu'on a exigé de partir d'une forme canonique. C'est-à-dire qu'on a exactement un nombre de contraintes, un nombre de variables d'écart égal au nombre de contraintes lorsqu'on va chercher la forme standard. C'est pour ça. Si on n'a pas exigé ça, on risque d'avoir un nombre d'écart inférieur, par exemple, au nombre de contraintes. Supérieur, c'est impossible, bien sûr, mais inférieur, oui. D'accord? Oui. Merci, Sem. De rien. Ça, c'est la première remarque. On doit toujours avoir comme vérification, si vous suivez les étapes, vous aurez toujours ça. Vous aurez toujours un nombre de variables d'écart qui est la dimension de la base égale au nombre de contraintes. Mais comme vérification, vous devez vérifier que le nombre de variables d'écart, qui est la dimension de la base, je répète, est égal exactement au nombre de contraintes. Et par conséquent, le nombre de vecteurs de base égale au nombre total de variables moins les variables de base, bien sûr. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, si vous regardez ici la base E1, E2, E3 et E3, vous allez trouver que cette base-là forme une matrice qu'on appelle comment? Une matrice identité. La base, elle forme une matrice identité. Ici, on peut revenir vers l'algèbre que votre camarade a mentionné tout à l'heure. D'accord? C'est une conséquence aussi. Dans ce cas, c'est une conséquence. Par la suite, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la matrice formée par les variables d'écart est toujours égale à la matrice identité. La troisième et dernière remarque, c'est que cette matrice identité est formée par ce qu'on appelle des vecteurs linéairement indépendants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si j'ai choisi E2, E1, E3, même si la diagonale n'est pas formée par des 1 dans l'ordre comme ça, c'est toujours une base. C'est-à-dire l'ordre des vecteurs n'intervient pas. D'accord? Donc, c'est une base formée par des vecteurs linéairement indépendants. D'accord? Donc, je reviens vers la méthodologie de simplex. Forme canonique, forme standard, solution de base réalisable initiale associée à une base initialement formée par les variables d'écart, qui sont en nombre des variables de décision. Tracer le premier tableau en mettant les variables dans la première ligne, dans l'ordre, si vous voulez, par convention, variable de décision, puis variable d'écart. Mettre la base dans les lignes, écrire la matrice A dans les coefficients du tableau, écrire le second membre dans la dernière ligne et les valeurs de la fonction objectif dans la dernière colonne pour le vecteur B et les coefficients de la fonction objectif dans la dernière ligne. Donc, dans ce cas, on peut dire que le tableau de simplex 1, il est associé à la solution de base réalisable x, y, E1, E2, E3 de valeur 0, 0. D'où est-ce qu'on a eu ces 0, 0? Qui peut répondre? Pourquoi ces 0, 0? J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi x égale à 0 et y égale à 0? Z égale 0. Non, c'est une conséquence z égale à 0, Baptiste. L'axe, c'est l'inverse. On calcule z à partir des valeurs de x, y. Mais c'est parce que... Oui, c'est bon. Variable de décision. Parce que ce sont des variables hors base. Hors base. Voilà. Les variables hors base ont toujours une valeur nulle. Et ici, on a une base formée par E1, E2, E3. On n'a pas de x, y dans la base, donc ils ont ces variables-là, elles ont une valeur nulle. E1 égale à 1800, c'est une lecture directe à partir du tableau de simplex. E2 égale à 400 et E3 égale à 600. Et la valeur de Z, on peut la lire directement ici. On n'a pas besoin de recalculer la valeur de Z. On peut la lire à partir de cette case-là.
D'accord? Donc, la quatrième étape de tracer un premier tableau de simplex est achevée. On passe à l'étape suivante qui est le test d'optimalité. C'est-à-dire quoi? La solution. Qui peut me rappeler la solution? Qui peut me rappeler la solution? Vous êtes normalement capable de relire la solution ici. Personne? D'accord. La solution de ce tableau-là. Lorsqu'on dit une solution, on doit préciser la valeur de toutes les variables et la valeur de z. Donc, x égale. Oui, Sam. X égale. معناها نقراوها باغ لينيا 3x. Je vous demande de lire la solution. Une solution, elle est formée par la valeur de x, y, E1, E2, E3 et la valeur de z. La valeur de x, c'est 0. Pourquoi? La valeur de x, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est une variable hors base. Y, c'est 0 parce que c'est une variable hors base. E1. E1 1800. 1800. E2. 400. 400. E3 600. Et z égale à 0. 0. Très bien. On va voir, merci Semer, on va voir si la solution 0, 0, 1800, 400, 600 est optimale ou pas. D'accord? En faisant quoi? Suivez l'année, c'est quelque chose de neuf. En vérifiant si on a un coefficient strictement positif dans la dernière ligne. Donc, une fois on a défini le tableau de simplex, on va tester l'optimalité de la solution. Comment on va faire ça? On va vérifier, comme c'est écrit ici, on va vérifier si les coefficients de l'objectif sont inférieurs ou égaux à 0. Vérifier le signe des coefficients de la fonction objectif. On dit que la solution est optimale si tous les coefficients sont inférieurs ou égaux à 0. On commence par ça. Est-ce que cette solution est optimale? Est-ce que les coefficients sont tous inférieurs ou égaux à 0? Oui. Oui? Est-ce que 30 est inférieur ou égal à 0? Est-ce que 50 est inférieur ou égal à 0? Donc, juste expliquer. Oui. Donc, la solution n'est pas optimale parce qu'on a des coefficients strictement positifs. C'est ça la réponse. La solution n'est pas optimale parce qu'on a au moins un coefficient strictement positif. Pourquoi on a ça? Tout simplement parce qu'on a un problème de maximisation. C'est-à-dire quoi, l'année? Rappelez-vous de l'équation de l'objectif. C'est quoi l'équation de l'objectif? Z égale à combien? 30x plus 50y. Oui ou non? Oui. Z égale à... Vous vous rappelez de ça. Z égale à 30x plus 50y. Et x égale à 0, y égale à 0. C'est pour ça qu'on a une valeur de z égale à 0. Donc, si x égale à 1, si x égale à 1, z égale à combien? Sera égal à combien? Si x est égal à 1, z sera égal à combien? 30. Très bien. Z égale à 30. Donc, c'est pour ça, et encore plus, si x égale à 20, z égale à 20 fois 30. Si x égale à 1000, z égale à 1000 fois 30. Donc, dans ce cas, si on a un coefficient positif, strictement positif, c'est-à-dire que je peux trouver une valeur de z qui est supérieure à 0. Donc, cette solution n'est pas optimale. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que si on a un coefficient de la fonction objectif qui est strictement supérieur à 0, on dit que la solution n'est pas optimale. On n'a pas besoin de deux valeurs, il suffit d'avoir une seule valeur strictement positive pour dire que la solution n'est pas optimale. Quand est-ce qu'on dit que la solution est optimale? Donc, qui peut me rappeler? Quand est-ce qu'on dit que la solution est optimale? Colonne 0. L'inverse.
Inférieur ou égal à C'est 0. pas uniquement 0, c'est inférieur ou égal à 0. Si tous les coefficients sont négatifs ou nuls, on dit que la solution est optimale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on doit continuer à résoudre le programme linéaire jusqu'à avoir des coefficients de l'objectif inférieurs ou égal à 0. Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est que la solution 0, 0, 1800, 400, 600 avec un z nul n'est pas optimale. Ce qu'on va faire, on va effectuer, comme précisé dans l'algorithme, on va effectuer une itération. C'est-à-dire quoi, itération pour simplex? C'est-à-dire tracer un deuxième tableau de simplex, puisqu'on a dit que chaque tableau est lié à une solution, c'est-à-dire chercher une autre solution de base réalisable de simplex. D'accord? Test d'optimalité, vérifier la dernière ligne si ces coefficients sont inférieurs ou égaux à 0. Si ces coefficients, merci. Si ces coefficients sont inférieurs ou égaux à 0, on s'arrête et on dit que la solution est optimale. Sinon, comme le cas ici, sinon, on dit que la solution n'est pas optimale et on continue la résolution en effectuant une itération de simplex qui veut dire tracer un autre tableau et chaque tableau est lié à une solution, c'est-à-dire chercher une autre solution de simplex. Une autre solution du programme linéaire dans le cas général. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tracer un deuxième tableau maintenant? C'est-à-dire déterminer la base. D'accord. Et recalculer. Vous avez une question? D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire effectuer une itération, tracer un deuxième tableau ou chercher une deuxième solution? C'est-à-dire calculer, tout d'abord chercher la nouvelle base, parce que chaque solution est liée à une base, et calculer les coefficients que j'ai appelés ici grand A et J. C'est-à-dire calculer les A et J, les nouvelles valeurs de A et J, calculer les nouvelles valeurs de B, calculer les nouveaux coefficients de l'objectif, la nouvelle valeur de Z comme conséquence et avant tout déterminer la nouvelle base. Ce sont les étapes si on veut effectuer une itération et tracer un deuxième tableau. J'écris un dièse 2, mais vous pouvez écrire 2 dans un cercle, vous pouvez choisir la forme que vous voulez. Hein. C'est juste pour faire la différence entre le premier tableau, le deuxième tableau, le troisième tableau si on aura besoin d'un troisième tableau. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer les coefficients du nouveau tableau de simplex. Ça, c'est le coefficient, les anciens coefficients du tableau et on va calculer les nouveaux coefficients ou les nouvelles valeurs du tableau en faisant quoi? On a 5 étapes à suivre. La première étape, c'est de choisir une variable à faire sortir de la base. C'est-à-dire, on va commencer par chercher une nouvelle base. En faisant quoi? Une base, elle est formée par 3 vecteurs. Si on fait varier un seul vecteur, on va faire varier la base. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Par analogie avec la résolution graphique, imaginez que vous avez trouvé une zone réalisable formée par 5 points réalisables. On revient vers le graphique. Imaginez que vous avez trouvé une forme formée par 5 sommets. Le premier tableau de simplex, c'est comme si on a calculé la valeur de Z pour un sommet. D'accord? La deuxième valeur ou la deuxième solution qu'on va chercher, c'est comme si on va chercher la deuxième valeur de Z. Donc, dans ce cas, on va se déplacer d'un sommet à un autre par analogie avec le graphique, mais réellement, on va se déplacer d'une solution à une autre. Donc, on va commencer par modifier un vecteur de la base, un seul vecteur. Comment on va faire varier cette base-là? On va faire sortir ou choisir un vecteur à faire sortir de la base et le remplacer par un autre vecteur. Et on va continuer par la suite les autres étapes.
Une fois l'algorithme est terminé, vous pouvez revenir ici pour vérifier les étapes. Maintenant, vous suivez ce que je vais vous montrer. On va commencer par l'étape bleue, puis vert, bien sûr. Hein? Et je vous rappelle, les micros, s'il vous plaît, les micros. On a un premier tableau et en se basant sur ce premier tableau, on va remplir le deuxième tableau. En faisant quoi? La première étape, c'est de choisir la variable à introduire dans la base. Ici, c'est choisir la variable. Hein? Alors, la variable à faire entrer, voilà, à introduire dans la base, c'est la variable qui a le coefficient de l'objectif le plus grand. Dans ce cas, on a le choix entre quoi et quoi? On a le choix entre quoi et quoi? Est-ce qu'on peut introduire, par exemple, E3? Est-ce qu'on peut dire qu'on va introduire E3 dans la base? Est-ce qu'on peut dire qu'on va introduire E3 dans la base? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est déjà dans la base. Donc, on a le choix entre X et Y. D'accord? On va choisir entre X et Y. X a un coefficient égal à 30 et Y, elle a un coefficient égal à 50. On choisit la variable qui a le coefficient le plus grand. C'est-à-dire, dans ce cas, Y, parce que tout simplement 50 est supérieur à 30. Donc, on va choisir Y parce qu'il a le coefficient le plus grand et on va l'introduire dans la base. Qu'est-ce que ça veut dire l'introduire dans la base? Est-ce qu'on peut l'ajouter simplement pour avoir une dimension de la base égale à 4? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut avoir dans ce cas une base de dimension 4? Oui ou non? Est-ce qu'on peut avoir une base de dimension 4? Oui. Sachant que, je rappelle que nous avons un nombre de contraintes égal à 3. Et on a dit qu'on doit avoir un nombre de vecteurs de base exactement égal au nombre de contraintes. Donc, je repose la question, est-ce qu'on peut tolérer une base de dimension 4? La réponse c'est non, parce que on a 3 contraintes dans le programme linéaire. On doit toujours conserver la dimension de la base en nombre de contraintes. D'accord? Donc, on doit toujours avoir une base de dimension 3. Et on va introduire Y dans la base. Donc, on doit faire quoi? Il faut que Y remplace l'un des vecteurs E1, E2, E3. D'accord? On va introduire Y et vérifier que la dimension de la base est toujours 3. Donc, Y va remplacer E1 ou E2 ou E3. D'accord? Et c'est la deuxième étape de l'algorithme, c'est de chercher le vecteur qui va être le vecteur sortant de la base pour être remplacé par Y. Comment on va faire ça? On va calculer, vous suivez ici s'il vous plaît, on va calculer quoi? Le second membre sur le vecteur entrant. On a déjà décidé, je vous rappelle, on a déjà décidé que le vecteur entrant dans la base, c'est le vecteur X. Donc, on commence par repérer cette colonne-là, puis diviser le second membre par le coefficient du vecteur entrant. C'est-à-dire, pour la première ligne, diviser 1800 par 2. Pour la deuxième ligne, théoriquement, diviser 400 par 0. Mais est-ce qu'on peut diviser par 0? Non. Est-ce que c'est possible de diviser par 0? Oh non, non. Non, donc on élimine cette possibilité-là. C'est-à-dire quoi? Élimine. C'est-à-dire tout simplement que pour cette itération-là, pour ce tableau-là,
E2 ne va pas sortir de la base. Je vais revenir vers cette remarque. Skandal, tu as une question? Non, madame, juste le coefficient le plus grand de base de ce tableau. Pour le vecteur entrant? Oui. Oui, pour le vecteur entrant, on choisit plus que le plus grand, le plus positif. Ah, ok. C'est-à-dire, parmi les coefficients positifs, on choisit le vecteur qui a le coefficient le plus grand. C'est-à-dire, en résumé, le vecteur qui a le coefficient le plus positif. Ah, ok. D'accord? D'accord. D'accord. D'ailleurs, pour le vecteur entrant. Maintenant, on cherche le vecteur sortant. On commence par repérer le vecteur entrant. C'est l'étape déjà faite. Diviser le second membre par le vecteur entrant, c'est-à-dire diviser ici on revient vers l'équation, chaque BI par AI2 dans ce cas. C'est-à-dire 1800 sur 2, on a dit qu'on ne prend pas en considération les valeurs nulles du vecteur entrant et diviser 600 par 1. On ne considère pas aussi les coefficients négatifs, c'est-à-dire si c'était à moins 1 ici, on n'aura pas fait l'équation de division par moins 1. D'accord? On ne divise ni par 0, ni par moins 1. Ni par un 0, ni par une valeur négative. C'est-à-dire calculer les coefficients de la façon suivante. Pour chaque I, ligne, vecteur de base, calculer BI sur AIE. E, c'est le vecteur entrant. Dans ce cas, c'est égal à 2, c'est le deuxième vecteur, c'est la deuxième colonne. Donc, diviser B1 par A12, B1 égale à 1800, A12 égale à 2, 1800 sur 2 égale à 900. Ne pas considérer la deuxième valeur parce que c'est nul. Et calculer 600 sur A3, 2, qui est égal dans ce cas à 1, est égal à 600. Et considérer le vecteur qui a la valeur BI sur AIE la plus petite. Dans ce cas, 600 c'est inférieur à 900, donc on considère le vecteur correspondant à 600 qui est le vecteur E3 et on dit que E3 c'est le vecteur sortant. Qu'est-ce que ça veut dire vecteur sortant? Et on a déjà Y vecteur entrant, c'est-à-dire que le vecteur Y va remplacer E3 dans le deuxième tableau de simplex. Y qu'on a défini comme vecteur entrant va remplacer le vecteur E3 qu'on a défini comme vecteur sortant dans le deuxième tableau de simplex et on a comme ça défini la nouvelle base qui va être utilisée pour les calculs des coefficients du deuxième tableau de simplex. Les deux critères qu'on était en train de décrire sont appelés les critères de Ditzing, qui est le monsieur qui a inventé la méthode de simplex. Mais on ne va pas se tarder sur les noms, juste à titre indicatif. Donc, à ce niveau, on a défini la nouvelle base du deuxième tableau, E1, E2, Y. La remarque qui est très importante, c'est qu'il faut que le vecteur entrant remplace le vecteur sortant dans le même ordre. C'est-à-dire, j'ai défini que Y va remplacer E3. Je ne peux pas écrire Y, E1, E2. Je dois absolument garder le même ordre E1, E2 et il faut mettre Y à la place de E3 dans la même position de la base. C'est-à-dire conserver l'ordre qu'on a déjà choisi pour la base au début, pour la solution de base réalisable initiale. Madame, juste question. Oui. Le grec, pourquoi on choisit E3 spécialement? Parce que, est-ce que tu as compris comment on a calculé ces coefficients? Oui, c'est oui. BI sur AIE. On choisit le vecteur qui a le BI sur AIE la plus petite, la valeur la plus petite. On choisit la valeur minimale de ce qu'on a calculé ici.
Donc, ici, lorsqu'on a un 0 ou une valeur négative, on ne prend pas le vecteur en considération. Donc, ici, on va comparer 900 à 600 et on choisit le vecteur qui a la valeur la plus petite. Ici, c'est 600 inférieur à 900. Donc, on choisit E3 et Y va remplacer E3 dans ce cas. D'accord? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Qui n'a pas compris comment on a défini la base, la nouvelle base? Qui a une question sur la détermination de la nouvelle base? D'accord? On passe alors. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va commencer à calculer les coefficients du nouveau tableau. Je rappelle que les coefficients du nouveau tableau sont basés sur les coefficients du premier tableau. D'accord? Donc, on va toujours revenir vers le premier tableau. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est une fois on a déterminé le vecteur sortant, on n'a plus besoin des calculs BI sur AIE. On va éliminer la dernière colonne que j'ai ajoutée ici. Donc, on va calculer les nouvelles valeurs AIJ du tableau 2, grand AIJ, BI et CI aussi. D'accord? Je vais commencer par appeler l'intersection entre la colonne entrante, qui est appelée vecteur entrant, vecteur pivot, colonne pivot. L'intersection de cette colonne-là avec la ligne qu'on a appelée ligne sortante ou encore ligne pivot. Colonne pivot entrante, ligne pivot sortante. L'intersection entre ces deux vecteurs-là, on va l'appeler un pivot, un élément pivot. D'accord? L'élément pivot, c'est l'intersection entre le vecteur entrant et le vecteur sortant ou encore la colonne pivot et la ligne pivot. Dans ce cas, l'élément pivot est égal à 1. Il peut prendre n'importe quelle valeur. D'accord? N'importe quelle valeur positive, strictement positive, bien sûr. D'accord? Donc, l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, on va l'appeler l'élément pivot ou tout simplement le pivot. D'accord? Ça, c'est l'étape suivante. Donc, déterminer le vecteur entrant, déterminer le vecteur sortant, repérer l'élément pivot, dans ce cas, c'est égal à 1. Puis, l'étape suivante, c'est de diviser, suivez ici, diviser la ligne entrante par l'élément pivot. Dans ce cas, on va revenir vers le tableau 1, prendre les valeurs du tableau 1, les diviser par l'élément pivot pour trouver la dernière ligne, dans ce cas, la ligne entrante du nouveau tableau. Dans ce cas, on va diviser par 1, donc on n'a rien à modifier. On va garder les mêmes valeurs. Si le pivot était égal à 2, si le pivot était égal à 2, on aura quoi comme valeur ici? Qui peut répondre? Si le pivot était égal à 2. 0. 0, puis 0, puis c'est toute une ligne. Hein? Cette valeur-là va devenir combien? 0, 2, 0, 0. Là. Égal à 2, si c'est égal à 2 ici, donc on va diviser partout par 2. Donc on aura 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1. On a 2, 0, 0, 1 demi et 300. 300. Il faut diviser le second membre ici aussi. Ici, on n'a rien modifié parce que le pivot, il est égal à 1. Si c'était 3, ce sera 0, 1, 3 sur 3 égale à 1, 0, 0, 1 tiers et 200, etc. Dans ce cas, on ne va rien changer puisqu'on a un pivot égal à 1. D'accord? Ça, c'est l'étape suivante. Diviser la ligne entrante par l'élément pivot qui est dans ce cas égal à 1. L'étape suivante. Est-ce que vous vous rappelez lorsque je vous ai dit que la base, elle forme la matrice identité. Donc, la base dans le premier tableau, elle forme une matrice identité formée par E1, E2 et E3. La base pour le deuxième tableau, c'est quoi? C'est Y
E1 et E2. On doit garantir aussi que Y, E1 et E2 forment la matrice identité aussi. C'est par définition ce qu'on appelle base pour simplex. Il faut avoir une matrice identité formée par les vecteurs de base. Donc, l'étape suivante pour les calculs, on va garder les deux vecteurs qui étaient déjà dans la base et qui sont restés dans la base. On va garder les mêmes coefficients pour ces vecteurs-là. Donc, on va juste copier les valeurs des vecteurs de base qui sont restés des vecteurs de base ici. On va copier leurs valeurs dans le nouveau tableau de simplex. Et qu'est-ce qui reste pour avoir une matrice identité? On doit définir Y comme un vecteur de base, c'est-à-dire qui va compléter la matrice identité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque à la matrice identité pour le vecteur Y? On doit avoir A12 égale à 0, A22 égale à 0 et C2 égale à 0 aussi. Donc, ce qu'on va faire pour le reste des coefficients va être dans l'objectif de ramener ces coefficients A12, A22 et C2, on va ramener ces coefficients-là à 0. Ça, c'est l'explication pour les calculs qu'on va faire par la suite. D'accord? Ce sont des calculs qui ont pour objectif de définir de nouveau une matrice identité formée par les vecteurs de base. D'accord? Donc, la première étape, c'est diviser la ligne entrante par l'élément pivot qui est dans ce cas égal à 1. La deuxième étape, pour calculer le reste des valeurs du tableau, c'est de réécrire les mêmes valeurs pour les vecteurs qui sont restés dans la base, dans ce cas E1 et E2, c'est-à-dire E1 et E2 sont toujours des vecteurs de base et on doit faire des calculs élémentaires pour que Y soit aussi un vecteur de base, c'est-à-dire il complète la matrice de dimension 3, c'est-à-dire il faut que ce vecteur-là soit égal à 0, 0, 1 et le coefficient C2 soit égal à 0. Pour ce faire, il y a une opération à faire pour chaque coefficient. Je vais vous expliquer maintenant les calculs à faire pour justement avoir 0, 0 et 0 ici. D'accord? Avant de faire ça, je vais noter AIJ, petit AIJ, les coefficients de l'ancien tableau. Donc, le nouveau tableau qu'on est en train de chercher, c'est grand AIJ, et je vais noter, juste pour expliquer les calculs, des petits AIJ, les coefficients du nouveau tableau. Le coefficient en jaune ici, c'est A1, 1. Pourquoi? Parce que c'est l'intersection de la première ligne, la première colonne tout simplement. A22, c'est le coefficient rouge ici, parce que c'est la deuxième ligne et la deuxième colonne. Qui peut me dire le pivot, je peux l'appeler comment? L'élément pivot. C'est A comment? Tout simplement, troisième ligne et deuxième colonne. C'est A? Tout simplement. Troisième ligne et deuxième colonne. A comment? S'il vous plaît. Une réponse. A32. A32, tout simplement. Tout simplement. C'est ligne, colonne, comme vous appelez n'importe quel coefficient. Mais en particulier, l'élément pivot, puisque c'est l'intersection de la ligne entrante, la ligne sortante et la colonne entrante, on peut l'appeler ASE, c'est-à-dire A sortant, entrant ou encore A32 comme Skandal a dit. D'accord? Donc le pivot, je peux l'appeler ASE, sortant, entrant, ligne sortante, colonne entrante, ou bien tout simplement dans ce cas A3, 2. D'autres exemples, si on prend ce 2-là par exemple, c'est A1, 2 ou encore A2E, A1E ici. Hein. ده مش A2 oui, c'est A1E. Le A ici, c'est
je corrige. C'est faute de frappe. Mais c'est bien de s'apercevoir, Skander, merci. Madame, juste la sortie هي قبل l'entrée, juste oui, sortie avant l'entrée. Qu'est-ce que j'ai mis? حطيت l'entrée. On corrige alors. Ah, c'est correct ici. Hein. A, S. Dans le S, c'est le AE2. Et voilà, c'est ce que je vais modifier. C'est A. Comment on appelle ça alors, Skander? C'est A. A2E. 1. Très bien. C'est A, 1, E. Et ce coefficient-là, S1, c'est correct. D'accord? Oui. D'accord? Donc, je reprends. Alors, merci Skander, tu es bien attentif. Et les autres aussi, mais ils sont silencieux. Essayez de participer. Hein? Alors, ça c'est A1E et ça c'est AS1. Pourquoi j'ai besoin de ces notations-là? Pour calculer les coefficients du nouveau tableau. Comment on va faire ça? On va appliquer cette équation-là. Je vais expliquer, juste je vais lire l'équation rapidement, puis prendre un exemple et expliquer comment on va calculer ça. Alors, A, I, J égale grand A et J, la nouvelle valeur A et J égale l'ancienne valeur, c'est-à-dire A et J de l'ancien tableau, moins A, S, J fois A, I, E divisé par le pivot. Je m'explique. On prend par exemple A, 1, 5. On cherche à calculer ce coefficient-là. D'accord? On commence par repérer toujours le vecteur entrant et le vecteur sortant. Et on repère aussi le petit a 1, 5. Petit a 1, 5. D'accord? Puis, on va projeter cette valeur-là sur le vecteur entrant et le vecteur sortant. Donc, je repère le A1, 5. Je projette sur la colonne entrante. Je projette sur la ligne sortante. Et toujours, on repère le pivot, bien sûr. Puis, on va appliquer l'équation. Quelle équation? C'est l'équation, cette équation-là. Je vais la réécrire ici. Juste pour mieux expliquer. Donc, grand A 1, 5 égale à quoi? Égale à quoi? En valeur? 0. 0, hein? Oui. Moins quoi? 2 fois 1 divisé par 1. Je répète. 0 moins 2 fois 1 divisé par 1. D'accord? Qui n'a pas compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Je peux reprendre la partie. Ou je passe. Non, madame, juste le dispositif, Oui. mais je كامل هنا. ما تراوش فيها كاملة. ولا ترى فيها كامل le dispositif. Le diapositive, vous n'êtes pas dès le début de la séance? Non, مش من الجيبي. كان توا C'est bon. Je refais l'explication. Tao, hack. C'est bon? Ça va. D'accord. Je répète donc rapidement. Alors, pour calculer A11, grand A11, c'est-à-dire A11 dans le nouveau tableau, je repère petit A11, c'est-à-dire le même coefficient dans l'ancien tableau. Je projette sur le vecteur entrant, je projette sur le vecteur sortant et je repère l'élément pivot. Pour appliquer l'équation, qu'est-ce qu'on fait? C'est la nouvelle valeur A1, 5 égale à 0, l'ancienne valeur, moins 2 fois 1, divisé par le pivot, dans ce cas, égale à 1. Et on aura une nouvelle valeur A1, 5 égale à moins
2, et on fait de même pour tous les autres coefficients, que ce soit les AIJ ou encore les coefficients de l'objectif, où elle a les valeurs de B, I. Et de même pour la valeur de Z. Donc, vous faites la même chose. Vous prenez, par exemple, si vous prenez le Z, ce sera égal à combien? Qui peut répondre? Z. La nouvelle valeur de Z. En appliquant la même formule, qu'est-ce qu'on va trouver pour la valeur de Z? 0. 0 moins quoi? 0 moins 2 On projette sur la colonne pivot et la ligne pivot. La projection sur la ligne pivot égale à 600. La projection sur la colonne pivot égale à 50. Donc, c'est 0 moins 50 fois 600 divisé par 1. D'accord? Pour cette valeur-là, pour 1800, ça va devenir combien la valeur de B1? Ça va devenir, on projette sur ça et on projette sur ça. Donc, ça sera 1800 moins 2 fois 600 sur 1. Bien sûr, on n'aura pas besoin d'écrire sur 1. D'accord? On fait de même pour le reste des valeurs et on va trouver ces valeurs-là. Donc, vous pouvez vérifier toutes les autres valeurs ici. Par exemple, on prend ce 3-là. A11. Comment on a trouvé le 3? C'est 3 moins quoi? 3 moins 2 moins 0. fois 0. Très bien. C'est 3 fois 0. Avec Alèche, on a conservé la même valeur. D'accord? Donc, on projette, je reviens rapidement, on projette sur le vecteur CA, on repère la valeur, l'ancienne valeur, on projette sur la ligne pivot, sur la colonne pivot, on repère le pivot toujours, c'est toujours utile, puis l'ancienne valeur moins AIE fois ASJ divisé par l'élément pivot. D'accord? Et on fait de même pour tous les coefficients, on obtient ce nouveau tableau de simplex, le tableau de simplex 2. D'accord? On peut passer? Oui. D'accord. Une fois on a calculé les coefficients du nouveau tableau, on n'a plus besoin du premier. On l'oublie complètement. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire trouver un nouveau tableau de simplex? Tout simplement, c'est-à-dire trouver une nouvelle solution. On a trouvé la nouvelle solution, donc on n'a plus besoin du premier tableau de simplex. D'accord? On retient donc le nouveau tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire la solution, la nouvelle solution? J'ai besoin d'une réponse. Hein? La nouvelle solution, c'est-à-dire quoi? X égale, Y égale, E1, E2, E3 et Z égale à combien? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? X égale à combien? X égale à 30, Y égale à 0, E1 0, Semer. Comment on lit? Déjà, on doit définir quelles sont les variables hors base. C'est quoi? Quelles sont les variables hors base dans ce cas? X, E, Y. X, là, c'est pas Y. Y, c'est une variable de base. Ce sera X, E, 3. Comment on peut savoir les variables hors base? Ce sont les variables qui n'appartiennent pas à ces vecteurs-là. D'accord? Donc, X n'appartient pas et E3 n'appartient pas à la base. Donc, X et E3 sont des variables hors base. Par définition, une variable hors base, elle a une valeur égale à 0. Donc, X égale à 0 et E3 égale à 0. D'accord? Les variables hors base ont toujours une valeur nulle. D'accord? Donc, X égale à 0. Y égale à combien? Égale à 0. Égale à 1. Y égale à 600. E1 égale 600. 600. E2 400. E3 0 parce que c'est un vecteur hors base. Donc, ce tableau de simplex est un tableau associé à quelle base déjà? E1, E2, Y, la nouvelle base.
lié à voilà, associé à la solution de base réalisable X 0, Y 600, E1 600, E2 400 et E3 0. Les vecteurs en rouge sont les vecteurs hors base. Automatiquement, ils ont une valeur égale à 0. Et on lit les vecteurs de base, les valeurs des vecteurs de base à partir du second membre directement. D'accord? Les vecteurs qui n'appartiennent pas à la base ont une valeur nulle. Les vecteurs de base, on lit leur valeur à partir du second membre. D'accord? Et la valeur de Z, on la lit directement à partir de là, c'est égal à 30 000. Pourquoi c'est pas moins 30 000? Tout d'abord parce que c'est une maximisation et on ne peut pas avoir une valeur égale à une valeur négative. Mais aussi, si on revient vers la fonction objective, on va trouver Z égale 30x plus 50y. Donc, comme si on a ici, on écrit le Z et on aura moins Z plus 30 plus égale à 0. C'est une réécriture uniquement de l'objectif. Donc, on lit directement ici la valeur de moins Z et on aura Z égale à 30 000. D'accord? Donc, X, E3 sont des vecteurs hors base, donc leur valeur est nulle. On lit les valeurs des vecteurs de base à partir du second membre et on lit la valeur de Z à partir de là, c'est 30 000. D'accord? D'accord. Maintenant, on va tester cette solution. Est-ce que cette solution est optimale? Normalement, non, parce que tout simplement, on a une valeur strictement positive dans la dernière ligne qui est 30. D'accord? La solution n'est pas optimale parce que les coefficients ne sont pas tous inférieurs ou égaux à 0. On va faire quoi donc? Une nouvelle itération. Qu'est-ce que ça veut dire une itération? C'est-à-dire trouver le vecteur entrant, trouver le vecteur sortant, trouver la nouvelle base, réécrire, voilà, et calculer les nouveaux coefficients. La différence par rapport à la première itération, est-ce qu'on a le choix ici pour le vecteur entrant? Est-ce qu'on a le choix? Non, on doit faire entrer X dans la base. Et on ne peut faire entrer que X parce qu'on a une seule valeur strictement positive. D'accord? Et on va faire sortir quel vecteur? On va calculer 600 sur 3. On va calculer 600 sur 3 et 400 sur 1. 600 sur 3 égale à 200. Et donc, 400 sur 1 égale à 400. Donc, X va remplacer E1 et la nouvelle base sera X, E2, Y. D'accord? X, E2, Y. Puis, on va diviser la première ligne par combien dans ce cas? La première ligne va être divisée par 3, très bien. Puis, on va garder E2 et Y, on va garder les lignes Y, E2, et on calcule en appliquant l'équation AIJ moins ASE fois AIE, AJE divisé par le pivot. On applique les mêmes calculs pour trouver le nouveau tableau qu'on va appeler le tableau 3 de simplex. D'accord? Une fois on a déterminé les valeurs du troisième tableau, on n'a plus besoin du deuxième tableau et on peut lire la solution. Alors, vous me dites la solution, s'il vous plaît, une réponse correcte maintenant. C'est le tableau de simplex lié à quelle solution? X égale X égale 0. Est-ce que c'est un vecteur de base ou hors base déjà? 200. De base, madame. De base, donc X égale à 200. Y égale à 600. Égale à 600. E1 égale à 0. 0. E2 Égale à 200. 200. E3 0. égale à 0. Très bien. Donc, c'est le tableau de simplex associé à la solution. 200, 600, 0, 200, 0. De valeur Z égale à combien? Moins 36 000. C'est pas moins 36 000, c'est égal à 36 000.
D'accord? Attention, les... Égale à 36 000 et la base c'est X, E2 et Y. D'accord? Oui, Est-ce que cette donc, solution est optimale? Oui, oui, optimal. Oui. Pourquoi? خاطر فماش valeur Le col positive. inférieur Parce qu'on égal à n'a pas 0. de valeur strictement positive. Donc, ce qu'on va faire, on va répéter les itérations 1, 2, 3 jusqu'à avoir des coefficients tous négatifs ou nuls. C'est le cas pour cette solution-là. Donc, le test d'optimalité me dit d'arrêter l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter l'algorithme? C'est-à-dire que j'ai trouvé la solution optimale. La solution que vous avez déjà décrite, Tawa, il y a x égale à 200, y égale à 600, etc., ce qu'on était en train de décrire, c'est la solution optimale. مادام بلاش D'accord? سامحني خذيناه بوزيتيف خاطر شنو اللي خديناه positif? Qu'est-ce qu'on a pris comme positif? زاد Le Z, vous lisez directement la valeur de moins Z. Donc ça, c'est la valeur de moins Z. Donc on prend Z égale à 36 000. D'accord? On lit directement la valeur de Z et non pas la valeur de... ça, c'est la valeur de moins Z, pardon. Ça, c'est la valeur de moins Z. Donc, pour trouver la valeur de Z, il suffit d'enlever le moins, de prendre le moins de... التابلو اللي قبالها زاد هكاك Kiff, c'est la même chose. On a trouvé moins 30 000, si vous vous rappelez ici. Voilà. C'est moins 30 000 et on a pris Z égale à 30 000. Vous allez toujours trouver ou bien 0 ou bien une valeur négative ici. Vous suivez les étapes, bien sûr. Hein? Donc, la nouvelle solution, elle est décrite devant vous. Lorsqu'on arrive à la solution optimale, comme pour le cas de la résolution graphique, on ajoute un étoile devant les variables pour dire que c'est la solution optimale. Donc, X étoile, Y étoile et Z étoile. Pour dire qu'on est arrivé à la solution optimale, qu'on a déjà la condition d'arrêt qui est avoir des coefficients tous inférieurs ou égaux à 0 et les valeurs dont on a besoin, c'est uniquement X et Y. Dans ce cas, on a X étoile égale à 200, Y étoile égale à 600 et Z égale à 36 000. Et c'est la solution optimale du programme linéaire de départ qu'on a considéré, si vous vous rappelez, du programme initial. D'accord? Oui, d'accord, madame. D'accord? Vous avez des questions? Madame, juste question, Anna, إذا كملتوا. Oui. لا مدام Oui. على البروجيكسيون. Qu'est-ce qu'elle a? على البروجيكسيون بس تاع قلنا الوقت بدنا Lorsqu'on va projeter sur la colonne pivot et la ligne pivot, c'est ça? C'est celle-là, cette étape-là. D'accord. Et est-ce que tu as compris qu'on doit, tu as compris qu'on doit repérer la valeur dans l'ancien tableau? Oui. Puis, est-ce que tu as compris de considérer le vecteur entrant et le vecteur sortant? Puis, tu vas projeter cette valeur-là sur la colonne entrante et sur la ligne sortante. Donc, là, tu considères la valeur correspondant à ce zéro-là, l'intersection entre la ligne qui contient ce zéro-là et la colonne entrante. D'accord? La ligne qui contient la valeur et la colonne entrante. Pour le vecteur sortant, tu considères la colonne qui contient la valeur considérée et la ligne sortante. D'accord? D'accord. Des questions, d'autres questions? Donc, je suppose que vous avez compris la méthode. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas comprise, je vais vous envoyer tout de suite la présentation que j'étais en train de vous présenter. Je vais aussi partager la vidéo de la séance et partager avec vous un exercice de simplex. Vous allez commencer par la modélisation, puis résoudre par l'algorithme de simplex et vous avez on est mercredi, vous avez jusqu'à vendredi 18h pour rendre l'exercice. D'accord? Ce que vous allez faire, vous allez résoudre cet exercice-là
puis vous allez juste prendre une photo de l'exercice par votre téléphone portable et le partager en document. C'est-à-dire que vous allez joindre la réponse dans le Classroom. Vous allez trouver la possibilité, vous allez être capable de joindre l'exercice sur Google Classroom. Je vais partager l'exercice tout de suite. Hein. Vous commencez par la modélisation. C'est très simple, c'est juste modéliser la fonction objectif et les contraintes rapidement. Puis, vous allez appliquer l'algorithme de simplex pour trouver la solution. Et on va corriger par la suite, la séance prochaine ou celle d'après, on va corriger l'exercice. D'accord? D'accord, madame, باش نقول لك juste حاجة برك. Juste, Skandal, attends, je vais arrêter la présentation puis on va discuter. Hein. L'enregistrement, pardon. D'accord? Puisqu'on a terminé la séance, je vais arrêter l'enregistrement.